21h, 22h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous, c'est de retour pour une nouvelle émission de Time Foot sur Beurre FM, 5e émission depuis le début de ce Mondial 2018 en Russie, et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre, il faut le savoir. Durant cette émission, on reviendra sur le fameux match entre l'Iran et l'Espagne. On continuera avec le grand match du jour pour nos Français et la bande de Didier Deschamps, sans oublier le fil rouge de la soirée avec ce surprenant Argentina-Croatie. On n'oublie pas, chers auditrices, chers auditeurs, le hashtag TimeFoot pour réagir avec vos spécialistes durant l'émission, mais aussi en appelant le standard au 01 53 48 3000 pour m'accompagner durant cette heure sur l'antenne de Beurre FM. Julien Liège, commentateur sportif et rédacteur en chef de l'émission. Bonsoir. Bonsoir Bilal, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va, Julien? Ma foi, qualifié. Ça veut tout dire. Point. Mamadou Lamine Mané, de Deuxième Conseil, est avec nous ce soir. Bonsoir Bilal, bonsoir les auditeurs. Ça va bien, Mamadou? Très bien. Une belle journée ensoleillée. Ouais, il fait beau, en tout cas sur la capitale française et aussi un peu partout à travers le pays. Cyril Guichon nous accompagne pour la seconde fois sur l'antenne de Beurre FM, consultant sportif. Comment ça va, Cyril? Ça va très bien. Ça va très bien, avec un magnifique maillot des 3F de la bande à Didier. Et enfin, exactement, c'est ça. Et enfin, pour terminer avec les personnes qui m'accompagneront durant cette heure-ci, 21h, 22h, Juan José Dorado, grand reporter espagnol et spécialiste football, qui nous fait l'honneur de nous accompagner. Comment ça va? Buenas tardes, et comme on dit en espagnol, ma foi pas qualifié. Aïe. Pas encore, je veux dire, mais là. On l'espère. Un invité de marque ce soir, Thibault Leplat, auteur du livre Les Bleus. C'est nous aux éditions Solar, mais on commence rapidement cette émission. Time Foot, l'analyse. Et justement, l'analyse, la première partie de cette émission, le groupe B avec le Iran-Espagne. Justement, je me retourne vers toi, Juan José, pour cette équipe espagnole. L'Espagne a l'expérience, messieurs. L'Espagne a disposé difficilement de 1-0 contre l'Iran hier soir. Ce match s'est vraiment joué sur l'expérience, sur des petits détails, Juan. Ça s'est joué sur la chance parce que le but de Diego Costa c'est un but chanceux. Au-delà de ça, l'Espagne a eu énormément de difficultés et hier soir, notamment après justement le but espagnol. Mais ce qui est le plus inquiétant par rapport à l'équipe espagnole, c'est qu'elle nous avait plu quand elle avait joué face au Portugal. Hier soir, on croyait qu'elle était capable de battre facilement les Iraniens. Elle a montré qu'elle ne l'était pas. Surtout, elle a montré des faiblesses, et notamment une fatigue physique en deuxième mi-temps qui est très inquiétante, sachant que c'est vrai que pour la plupart des joueurs espagnols, ça fait plus de 50-55 matchs pour la plupart, ce qui n'est pas le cas des joueurs iraniens. Mais au-delà de ça, l'Espagne aura fort à faire aussi dans les prochains jours, lundi prochain face au Maroc. Ouais, Julien Liège, cette Espagne, un peu modifiée, peut-être un peu sous régime. Non, mais la dimension physique est extrêmement importante sur ce genre de match, même si les Espagnols ont l'habitude d'avoir la possession du ballon, de maîtriser les espaces et d'avoir un jeu en mobilité et en rapidité. Les Iraniens coulissent extrêmement bien, on aura l'occasion d'en parler de toute manière de l'Iran. Mais face à une telle équipe qui défend d'une manière complètement différente que le Portugal, avec un peu plus d'agressivité, pour ne pas dire beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de mordant dans les duels et beaucoup plus d'impact, c'est une équipe qui forcément va s'user physiquement au cours de la rencontre beaucoup plus rapidement que prévu, surtout après une saison avec autant de matchs enchaînés. Là, il y avait une petite clé que les Espagnols ont dû maîtriser, il y a le coup de chance avec Diego Costa, mais il faut avoir aussi ce brin de chance parfois en phase de groupe pour pouvoir s'imposer et se qualifier à un moment. Justement, un mot concernant la Roja avec toi, Cyril Guichon, Espagnol. C'est vrai qu'on a eu la chance de suivre ce match en direct sur l'antenne et on a été vraiment surpris en deuxième période de voir l'Iran faire autant de mal à l'Espagne, surtout avec ce but hors jeu qu'on pensait tous valable. Quand on voit cette fausse joie malheureusement des joueurs iraniens, mais c'est vrai que c'était un super match. L'Iran vraiment au niveau de l'Espagne. On pensait sur le papier vraiment l'Espagne qui allait vraiment mettre 2-3-0 et sur le terrain c'était vraiment autre chose. Et franchement bravo à l'Iran pour ce match. Malheureusement pas récompensé par ce but qu'on attendait. L'Iran proche de la sensation, Mamadou. Mais oui, parce que à l'image des grosses cylindries supposées, on s'aperçoit que certaines équipes, quand elles rentrent pour ne pas respecter leur adversaire,
font mal. Et le nombre de matchs qu'a fait l'Espagne, les Espagnols qui jouent dans les grands clubs cette année, ça commence ça pèse déjà sur ce premier tour. Donc je pense qu'il va falloir récupérer. Et ce qu'on a vu hier entre l'Iran et l'Espagne, on a pu le revoir sur d'autres matchs où effectivement, quand on ne respecte pas son adversaire, quand on est irrévérencieux, l'Espagne a eu du mal. L'Espagne a eu du mal. Et c'est pas la seule grosse cylindrée qui va avoir du mal contre les petites équipes. Justement, Juan José, pourtant l'Iran aurait vraiment pu prendre un point hier soir. Oui, et s'il avait pris un point, ça aurait été tout à fait mérité. Hein. C'est un Espagnol qui vous le dit. L'Iran qui avait surpris déjà effectivement lors de son premier match face au Maroc, tenant tête aux Marocains, et avec un but chanceux aussi puisque c'était contre son camp du côté marocain. Hier soir, de toute façon, il faut se rappeler qui est l'entraîneur de l'Iran. Hein. C'est Carlos Queiroz, l'entraîneur portugais, qui connaît très bien le football espagnol parce qu'il a entraîné le Real Madrid, il a entraîné la sélection portugaise, et qui est avec l'Iran depuis 2011. Hein, parce que c'est pas un entraîneur qui arrive comme ça, qui prend l'équipe. Non, ça fait 7 ans qu'il travaille avec la plupart de ses joueurs. Et puis hier soir, on a vu effectivement de la dépense physique des Iraniens, qu'ils ont montré que physiquement ils étaient prêts pour tenir. Après, c'est vrai, hein, quand vous jouez à 6 en défense avec une ligne de 4 juste à 5 mètres, c'est très compliqué de pouvoir percer. Mais ce qui m'a le plus surpris, ça a été la réaction justement des Iraniens juste après le but, parce qu'ils ont eu du répondant. On a eu de la chance avec le but espagnol. On a eu pas de la chance puisque c'était hors jeu quand ils ont marqué. Mais l'Iran aujourd'hui est encore en phase de pouvoir se qualifier en tant que premier du groupe. Nous n'oublions pas, si l'Iran bat le Portugal, ils seront premiers du groupe B, donc avec une Espagne, j'espère, en 12e. Ça pourrait faire mal, Julien. Ce serait les Iraniens. Ce serait l'une des nombreuses sensations qu'on peut avoir et qu'on aura sûrement dans ce mondial. De toute manière, l'Iran est en capacité de le faire. On l'a vu contre le Maroc. On a entendu à maintes et maintes reprises que le Maroc n'avait pas eu de chance, que le Maroc a manqué de réalisme. À un moment, quand on a une équipe en face qui monte autant de répondants tactiques, d'agressivité, qui se procure peu d'occasions mais qui arrive à les convertir, même sur un but contre son camp, c'est plus que de la chance. L'Iran a de la qualité dans toutes les lignes, et pour défendre sur une ligne de 6 et une ligne de 4 à 5 mètres en laissant très peu d'espace, en concédant finalement que très peu d'occasions et en subissant très peu, on a peut-être une équipe qui est en très grande qualité et en mesure de passer ce tour. Réaction avec toi. Le seul doute qu'on peut avoir par rapport à l'Iran, c'est parce qu'on n'a pas encore vu jouer avec une configuration d'équipe collective très ouverte. Là, ils ont joué au premier match et notamment le deuxième match, enfermés derrière à 6-4 et ils attendaient voir venir. S'ils jouent avec une autre configuration, un 4-3-3 par exemple, ça sera beaucoup plus compliqué avec des équipes comme l'Espagne ou d'autres équipes qui effectivement, parce que l'Espagne a besoin d'équipes qui laissent jouer. Parce que là, effectivement, vous avez des ailiers, vous avez un milieu de terrain qui peut faire son jeu. Je vous rappelle tout simplement, hier soir, ce qu'on a vu, c'est que Piqué et Ramos ont passé plus de la moitié du temps sur les camps iraniens, sur les camps adverses. Donc, j'attends voir aussi l'Iran jouer pour gagner, parce que jusqu'à là, ils n'ont pas joué pour gagner, ils ont joué pour pas perdre. Ouais. Cyril, avant de donner la parole et terminer sur ce fameux Iran-Espagne. C'est vrai qu'avec ce dernier match, ils peuvent jouer la qualification, et c'est vrai que ce serait une superbe surprise. Quand on avait l'annonce du groupe, on pensait tous que Portugal et Espagne allaient se qualifier facilement. Il y a eu pas mal de retournements de situation. Quand on voit ce match d'hier, on peut s'attendre à un dernier match vraiment décisif, et pourquoi pas une très belle surprise une fois de plus dans ce mondial. Justement, l'Espagne 4 points, Juan José, Portugal, Cyril avec 4 points, l'Iran à 3 points, le Maroc 0 points. Mamadou. Moi je pense que l'Iran a un plan de jeu. Il a un plan de jeu et je voudrais pas. Et Amine est à l'écoute, justement, Amine Sami, notre consultant. Je vais pas à l'encontre d'un grand maître tacticien comme Juan José, mais je pense qu'il a un plan de jeu, il n'ouvrira pas son jeu. Ils sont arrivés, Carlos Queiroz est quand même connu pour être un bon tacticien. Il veut gagner les matchs. S'il peut les gagner par la petite porte, je pense qu'il s'en privera pas. Il est conscient de ses forces et je ne suis pas sûr qu'il ouvrira son jeu. Donc c'est à qui tout double. Je suis d'accord, mais je pense qu'ils ont un plan de jeu. On l'espère en tout cas. Franck Desulis, vous restez bien à l'écoute. On va arriver sur le France-Pérou, mais pour le moment, on va parler du match de 14h. Et les auditeurs peuvent nous appeler au 01 53 48 3000 pour en découdre avec vos spécialistes. Et aussi, on aura un invité de marque ce soir, Thibaut Leplat. Julien Yesh, justement, ce match de 14h, Danemark-Australie, la surprise peut-être australienne.
Et peut-être. Oui. Et peut-être que finalement, l'équipe de France est peut-être tombée aussi face à une équipe de qualité. Il nous faut peut-être du temps dans cette Coupe du Monde pour se rendre compte que les petites équipes ne sont pas là par hasard. La première demi-heure a été quand même très compliquée pour l'Australie. Elle a pris le bouillon absolument sur toutes les lignes. Sisto a fait ce qu'il voulait, décrochait, repartait en avant, en arrière, faisait sa même feinte, mais ça a duré que 30 minutes. Ouais. Et il a suffi encore d'un coup de pied arrêté, avec un laxisme défensif danois, une main de Poulsen, suspendue d'ailleurs, contre la France, inexistante, qui était infondée pour que justement l'Australie revienne dans le match et montre que même la victoire était possible parce qu'il y avait beaucoup d'intention et de rigueur. Et les équipes rigoureuses dans ce mondial vont forcément produire quelque chose à l'image de l'Australie. Justement, le fil rouge de cette soirée, en pleine émission, la Croatie a ouvert le score. C'est bien ça, Cyril Guichon, si on peut plus avoir d'informations. C'est ça, on a un but de Rebic qui vient d'ouvrir le score. On est en train de regarder ça. 1-0, une très belle surprise. Voilà, on attendait vraiment que l'Argentine réponde après ce match nul contre l'Islande. Et on voit une bourde énorme du gardien. Wow. Impressionnant, à ce niveau-là de faire une bourde. Magnifique reprise volée qui est magnifique, ça c'est sûr, Juan José. Julien, à l'image de sa fin de saison à l'Eintracht, qui a été faite de buts comme ça en renard de surface, c'est pas pour rien aussi que l'Eintracht est allé chercher une finale de Coupe d'Allemagne contre le Bayern. Et on va arrêter de laisser parler à Julien parce que quand ça parle de Bundesliga, c'est pas bon là. Là c'est pas bon, Juan José. On va plus loin sur la Bundesliga, je le promets. Heureusement qu'il n'y a pas Nassim Bourras parce que là ça aurait parti. Ouais, mais là écoute, Juan José justement, c'est si l'Australie relançait tout dans ce groupe. Alors moi j'étais pas surpris du match nul de cet après-midi parce que l'Australie elle a de la qualité, mais ce n'est pas l'équipe qui je pense pas que c'est pas l'équipe qui va donner la surprise, qui va faire la surprise dans ces mondiales, en se qualifiant pour les huitièmes des finales. Mais par contre c'est une équipe très physique qui est capable d'embêter n'importe quelle autre équipe. Elle l'a démontré face à la France qui a quand même du mal, même s'il a battu 2-1. Et cet après-midi, à un moment donné, je me suis dit, voyant les Danois marquer très rapidement, peut-être qu'ils vont se laisser surprendre. Ça n'a pas été le cas. L'Australie est capable d'aller embêter lors du dernier match et essayer de se qualifier, mais sincèrement, pour l'avoir vu jouer il y a 4 ans justement face à l'Espagne au Brésil, on sait que cette équipe qui a dû changer d'entraîneur il y a 3 mois, donc on sait que cette équipe qui a vraiment de la volonté, qui a des répondants physiques, aura du mal face à des équipes autres que le Danemark, même si le Danemark par exemple je pense qu'ils sont quand même légèrement au-dessus de l'équipe australienne. Le fil rouge, Argentine-Croatie, il a eu du mal à sortir, c'est un certain Sergio Agüero en remplacement de un certain Gonzalo Higuaín. Cyril, sur justement ces Australiens, ce groupe, on va arriver après la pause sur la fameuse équipe de France Pérou, mais est-ce que ça peut inquiéter encore cette équipe de France? Pas du tout. C'est vrai qu'étonnamment, je m'attendais à qu'ils prennent 2-3-0 par le Danemark parce qu'ils étaient rapidement menés au score sur un but d'Eriksen. Mais c'est vrai qu'ils ont su réagir une fois de plus sur penalty comme contre la France. Après, sur le dernier match, tout reste possible, mais c'est vrai que très beau match aujourd'hui une fois de plus. L'Australie, franchement, ils ont fait un beau match. Ils ont une énorme occasion en fin de match qui aurait pu vraiment tout inverser dans ce groupe. Mais je pense que sur le dernier match, quand même, le Pérou normalement reste supérieur. Julien. Pas évident quand même de voir comment va se terminer cette dernière journée de phase de groupe. Il faut se souvenir aussi de 2006, Australie est sur une configuration à peu près identique à celle-ci. Son 3e match de mémoire contre le Japon, c'est un match de folie. Ils se qualifient en 8e, ils poussent l'Italie en prolongation et se font un petit peu avoir sur un péno à l'expérience de Totti. Mais c'est une équipe qui est vraiment capable, à mon avis, sur un match, de faire un coup tactique. Et Van Marwijk est aussi un coach, un sélectionneur qui a ce sens-là des coups et qui peut, comme en 2010 avec les Pays-Bas, faire des miracles avec pas grand-chose. Mamadou, moi, pour terminer. Écoute, effectivement, je resterai sur l'incertitude des pronostics parce que j'ai vraiment l'impression que chaque match, il y a sa vérité. Celle de la veille n'est pas celle du lendemain. Et c'est le constat général qu'on a sur ce début de Coupe du Monde. Et il n'y a pas un seul match qui a échappé à cette vérité. Donc je ne me permettrai pas de m'avancer, mais tout est ouvert. Tout est ouvert. Et l'Australie peut tout à fait placer la tête pour passer la ligne. Je ne sais pas. Ouais, le banc est ouvert,
ouvert, le stade est ouvert, les supporters sont ouverts, tout le monde est ouvert. Moi, je parle juste du fil rouge de la soirée. C'est Argentina, Croatie, rien ne va plus. La Bicéleste, on ne la reconnaît plus. Juan José, un mot concernant Sampaoli, méconnaissable et très énervé, remonté, je crois, contre tous ses joueurs et au pire, contre son gardien, je crois. Sampaoli est un entraîneur qui a fait bien jouer le Chili, qui a bien fait jouer Séville, mais qui n'arrive pas du tout à faire jouer l'Argentine depuis qu'il est l'entraîneur, le sélectionneur de l'Argentine. Je ne suis pas du tout surpris du résultat pour l'instant, parce que lors du premier match, on avait vu une Argentine qui n'était pas du tout à son niveau. Il faut juste se rappeler, parce que parfois on l'oublie, les mal qu'elle a eu à se qualifier pour ce mondial. Et c'est parce que Lionel Messi a fait le match de l'année face au Pérou avec plusieurs buts que l'Argentine est là aujourd'hui. Ouais. N'oublions pas, l'Argentine n'est pas du tout à son niveau, même s'il y a des noms, des grandes qualités dans cette équipe. On gardera ça en tête, c'est promis. Juan José Dorado, vous restez avec nous, chers auditeurs de Beurre FM, le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous comme Franck, qu'on reprendra de suite après la pause pour le fameux grand match d'aujourd'hui, France-Pérou, le match de 17h. À de suite avec le hashtag TimeFoot. Time Foot revient dans un instant. Beurre FM, 21h, 22h. Time Foot avec Bilal Nelman. Et de retour, 21h20, toujours en compagnie de vos spécialistes durant cette heure de football mondial. Pour m'accompagner, je le rappelle, Julien Riège, commentateur sportif et rédacteur en chef de cette émission Time Foot. Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil. Cyril Guichon, consultant sportif. Et Juan José Dorado, grand reporter espagnol et spécialiste football. Avec moi dans ce magnifique studio Beurre FM. Ce soir, on aura Thibaut Leplat. Avant Thibaut, on va prendre Franck. Justement, des réactions concernant ce fameux match de 17h qui opposait la France au Pérou. On va avoir une grosse analyse concernant ce match-là. Une victoire étriquée mais suffisante pour se qualifier. Franck, qu'en pensez-vous, Franck ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Franck. Alors, tout d'abord, moi, je pense que c'est dans le match en soi, c'est un très bon match. Enfin, du moins, je vais vous satisfaire de cette victoire. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'a pas encore la bonne mentalité. On n'a pas la mentalité d'un, comment dire, des Vikings, de guerrier, pour une telle Coupe du Monde. C'est dommage qu'on a, bon, personnellement, je ne porte pas Giroud dans mon cœur. Avec son bandana un peu. Ah, ça c'est triste ça. Jack Sparrow, c'est dommage. Commence pas, Franck, commence pas. Ah ouais, Jack Sparrow quand même. Non. Il est meilleur sur le banc, on va dire. Ah, pour vous? Ouais, oui, meilleur sur le banc. Après, il va te parler de Benzema, tu vas voir. Non, mais moi d'ailleurs, Benzema, je pense qu'il fallait lui donner cette opportunité-là de jouer cette Coupe du Monde. Ouais, mais il est pas là. Ah ouais, il est pas là. On fait avec. Maintenant, on a la chance d'avoir un joueur comme je l'appelle Flash Gordon. Ouais. Un personnage comme N'Golo Kanté qui apporte un second souffle à cette équipe de France. C'est pas faux. Malheureusement, comment s'appelle Giroud, il apporte quelque chose, mais c'est pas ce qu'on lui demande. En tant qu'attaquant, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de marquer des buts, d'être un peu plus présent, et c'est pas ce qu'il fait. Et il fait pas son boulot. Alors, ouais. C'est dommage. La réaction avec Juan José Dorado, Franck. Je peux comprendre qu'on ne connaît pas du tout Giroud, c'est le cas en Espagne avec Diego Costa, mais Giroud il apporte quelque chose, c'est-à-dire c'est une façon différente de jouer. C'est quelqu'un qui va peser sur les défenses, ce qui ne va pas faire Griezmann, ce qui ne va pas faire Mbappé ni Dembélé. Donc Giroud, quand vous avez une défense physique, vous avez besoin d'un attaquant comme Giroud, parce que lui il est capable, de par sa force physique, de par sa présence, vraiment d'user les défenses. Et après, le but, il arrive. D'ailleurs, il est le meilleur buteur français. Donc, c'est vrai qu'on peut ou pas aimer, mais c'est quand même un attaquant dont on a besoin dans une équipe. Et justement, Franck, que faut retenir de ce match France-Pérou à l'issue de cette deuxième journée? Ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas prêt. On n'a pas encore cette mentalité-là. Ouais. On est un peu robot. On n'est pas du tout prêt. Et j'ai bien peur que dans les étapes à venir, si on joue comme on a joué pendant ces deux premiers matchs, on va sortir rapidement. On a des joueurs comme Hernandez, on a des joueurs comme Pavard qui ont montré par leur première sélection qu'ils étaient présents et qu'ils en avaient un peu plus envie que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Après Matuidi, c'est encore cette touche, c'est déception qu'il apporte.
c'est cette différence qu'il apporte et ça fait du bien. Un joueur comme Pogba, c'est un casse-tête, il est fantomatique, c'est dommage. Il est bon devant les médias, mais il n'est pas bon sur le terrain. Bon devant les médias. Giroud, c'est vrai que c'est un meilleur buteur, mais quand on va le comparer par rapport à un Thierry Henry ou un Trezeguet, ça doit être le finisseur, ça doit être le joueur qui tue le match. Au moment où on lui passe la balle, il doit créer cette différence. Et c'est pas, je suis désolé, mais c'est pas encore une fois ce que je vois attendre lui. Alors c'est une question avec vous, Franck, pour en parler de cette équipe. Bon, Franck, je sais que j'ai perdu mon pari par rapport à Giroud. J'avais dit Giroud buteur. Maintenant, Giroud, il a été important ce match-là. Tu as dû le voir. Giroud, il a fait des déviations, il a fait marque à la fin. Il apporte vraiment un appui par rapport à la défense adverse. Souvent, il y avait 2 joueurs du Pérou qui étaient sur lui. Il a apporté des déviations sur Mbappé derrière, Griezmann. Donc, moi, je pense qu'on aura besoin de lui pour les prochains matchs. Après, je sais que tu as besoin d'un attaquant te connaissant qui doit marquer à chaque match. Les stats le prouvent. Sur les 10 derniers matchs qu'il a fait en équipe de France, c'est 10 buts, plus ou moins. Donc, il a prouvé, contrairement à ton Karim Benzema qui n'a pas forcément prouvé quand il a eu sa chance en équipe de France. Et ça, tu le sais. Maintenant, Karim Benzema n'est pas là. Parlons pas des absents. Il faut soutenir ce pays, cette nation, l'équipe de France. Et on verra jusqu'au bout, jusqu'à où ça ira. Mais en attendant, on peut le dire, on va être qualifié. On a juste à faire match nul contre le Danemark. Et voilà. Oui, on veut tous la victoire. Je suis d'accord avec toi dans le sens où on veut tous la victoire. On est tous derrière notre nation. Après, Giroud, pour moi, il est bon pour les pubs L'Oréal. Il est bon juste pour ça. Et le terrain, on ne juge pas quelqu'un. Si tu veux un joueur, tu vois les matchs précédents. On le juge dans l'instant présent. Et merci. À l'heure actuelle, Giroud, il ne fait pas ses matchs. Merci, Franck. Il est pas seul. Ah, il est assez remonté tout de même, Franck. Vous restez à l'écoute, Franck. On va prendre votre adresse pour remporter une coque de téléphone portable avec le joueur préféré. Donc Olivier Giroud. D'une nation. Pourquoi pas Olivier Giroud. Prends Giroud. Merci, on passe à Mamadou avant d'accueillir notre invité de ce soir, Thibaut Leplat. Mamadou, cette équipe de France. Ouais, écoute, juste pour rebondir, je vais quand même me permettre de rebondir sur ce que disait Franck tout de suite. Pauvre Giroud, pauvre Olivier Giroud, parce que je pense que on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais les statistiques ne trompent pas. Exactement. Quand il est là, bon an, mal an, il pèse sur le jeu, il marque ou il fait marquer. Et il y a un procès en intention qui est fait sur Olivier Giroud, malheureusement pour lui, et je pense qu'il est très très solide dans sa tête parce que malgré tout, il répond toujours présent. Après, sur le jeu de l'équipe de France, malgré tout, il y a un léger mieux. Il y a un léger mieux en tout cas dans l'impact, dans l'intensité, dans le ça présage peut-être pas de jours heureux pour la suite, mais il y a un léger mieux par rapport au match de l'Australie. Je trouve qu'il y avait un peu plus de présence dans l'impact. C'est peut-être dû à la présence de Blaise Matuidi sur le terrain aussi, forcément. Donc, sur le coup, on peut dire que Deschamps a bien opéré au niveau tactique, je pense. En tout cas, pour se mettre au niveau et au moins passer en 8e de finale. Après le reste, on verra. On verra justement, mais lui, il ne verra pas, il veut du consistant et du frais. C'est bien sûr Julien Liège concernant cette équipe de France. Non, mais j'ai un petit peu de mal avec certains constats qui sont partagés autant par Franck que par Thomas Mamadou. Déjà, moi, quand j'entends que Hernandez et Pavard montrent plus d'envie que Giroud, s'il y en a un qui montre énormément d'envie, qui est un exemple pour cette équipe de France, c'est bien Olivier Giroud. Giroud, bon, on peut aimer ou ne pas aimer le garçon. À un moment, il faut être réaliste. Il faut voir que le garçon ouvre des espaces à tout le monde et que ses coéquipiers ne l'utilisent pas assez ou pas à bon escient. Olivier Giroud, sur la situation de but, se retrouve en position d'ailier gauche, une position qui devait être occupée par Antoine Griezmann. Il est sur une situation d'occasion de but qui n'est pas la sienne normalement. Et il fait le travail de Griezmann, il fait le travail aussi de Kylian Mbappé sur les côtés pour créer les occasions. Mais il n'est pas fourni en ballon pour finir ces occasions. Donc après, on vient reprocher au garçon de ne pas mettre les ballons au fond, alors qu'il n'a même pas les ballons lui-même pour pouvoir mettre les occasions au fond. Je lui reproche rien, Julien, je prends exactement le même constat que toi. Je dis justement qu'effectivement, il bénéficiait, enfin bénéficiait non, il a été victime d'un délit de sale gueule, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Merci messieurs, je le rappelle avec moi pour m'accompagner Julien Liège, commentateur sportif, rédacteur en chef de cette émission, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, Cyril Guichon, consultant sportif, et Juan Trocé, Dorado, grand reporter espagnol et spécialiste football. On accueille un grand monsieur, encore un invité de marque, je le rappelle depuis le début de cette émission, c'est Thibaut Leplat, auteur du livre Les Bleus, c'est nous aux éditions Solar. Bonsoir Thibaut. Salut, bonsoir tout le monde. Thibaut. Tu me mets à chaque fois quand on rentre. Ah oui, c'est comme ça Thibaut, c'est comme ça.
Oui, mais toujours. On est dans le bain avec Thibaut Leblat, un vrai connaisseur du ballon. C'est toi qui le connais si bien. Justement, Thibaut, Didier Deschamps, des choix peut-être remis en question. Le sélectionneur a fait des choix forts, mais pas toujours convaincants peut-être face au Pérou. Oui, j'entendais parler de Giroud. Alors, ce qui est intéressant avec Giroud, c'est que comme l'équipe de France n'a pas véritablement de projet de jeu, ça c'est l'Arlésienne depuis plusieurs mois, il n'y a pas vraiment d'idée de jeu, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. L'intérêt quand il y a un joueur comme Giroud, c'est que c'est un joueur comme je vais dire certains joueurs comme ça, comme Lilian Lasland, ce genre de joueur-là, vous impose une manière de jouer. Avoir un grand gabarit comme ça dans la surface, ça vous pousse naturellement à avoir un projet de jeu qui est envoyer des ballons à Giroud dans la surface pour servir de relais aux autres attaquants. Et du coup, sa présence fait que l'équipe, en réalité, l'équipe a un choix. Soit elle joue sans lui, auquel cas elle perd un joueur, donc on n'arrive pas à faire des transmissions, on n'arrive pas à attaquer. Soit elle joue avec lui, auquel cas elle est condamnée à jouer d'une certaine façon, c'est-à-dire en jouant en relais avec Giroud. Et comme c'est à peu près la seule tactique qui fonctionne en équipe de France, ça marche bien, surtout contre des équipes qui veulent le ballon et qui sont agressives comme le Pérou. Donc ce qui s'est passé là n'est pas du tout surprenant. On regarde, ça fait plusieurs mois qu'on nous dit que le match le plus difficile en réalité ça allait être l'Australie et pas le Pérou. Parce que le Pérou, cherchant le ballon, cherchant la possession, l'équipe de France était plutôt à l'aise sans ballon et justement pour envoyer des ballons en relais, des seconds ballons sur Giroud. Donc, moi j'ai pas été complètement surpris, je trouve ça très normal, j'étais plus inquiet de la deuxième mi-temps. Ça fait partie du charme de cette équipe. Prendre ses réactions. Je partage tout à fait l'avis de Thibaut parce qu'effectivement face au Pérou, la France devait jouer différemment parce qu'effectivement le Pérou n'est pas l'Australie et le défi physique était différent et puis le Pérou, il faut se rappeler tout simplement qu'ils avaient besoin d'avoir un résultat positif parce que sinon, ce qui est arrivé, ils étaient éliminés en cas de défaite comme il est arrivé. Donc avec Giroud, Didier Deschamps a réussi le pari et il ne faut pas non plus oublier que lors du premier match, avoir misé sur 3 attaquants comme Dembélé, Mbappé et Griezmann n'a pas si bien marché que ça. Donc je crois qu'il était obligé d'échanger, de mettre Giroud pour peser sur la défense. Et puis logiquement, comme disait Thibaut, ça impose aussi un système de jeu. Et là, l'arrivée de Matuidi, qui a cette facette défensive qui manque peut-être à Tolisso, ou au moins elle est plus efficace de côté de Matuidi, qui fait qu'aujourd'hui, la France a réussi. Ça a été laborieux, forcément que c'est laborieux, parce que le Pérou, comme disait Thibaut, c'est une équipe qui est au moins physique que l'Australie, et quand même un peu plus tactique, qui vont très vite, quand vous avez Carrillo, quand vous avez Farfan qui est rentré un peu plus tard, avec des joueurs comme ça, vous avez aussi besoin d'avoir, par exemple, la figure de Matuidi. Et pour revenir sur le cas Giroud, il était nécessaire aujourd'hui, parce que ça n'avait pas très bien marché face à l'Australie avec les 3 attaquants. 2, parce que le système de jeu de la France, elle joue mieux quand Giroud est là. Thibaut ? Oui, elle joue mieux parce que tout simplement, elle a une idée un peu précise, qui est un peu sommaire, qui est un peu le problème qu'on a avec le problème inverse de Cavani au PSG ou de Mandzukic, qui sont des joueurs qui ont des neufs de Arrea, comme on dit en espagnol, vraiment le chasseur de but et le grand cabaret qui est dans la surface qui va redescendre les ballons. Quand vous avez des joueurs comme ça, vous êtes vraiment contraint tactiquement. C'est une raison pour laquelle l'Espagne a des problèmes avec Diego Costa, notamment, parce que c'est plus un joueur de surface. Nous, l'intérêt de Giroud, c'est que le problème de l'Espagne, c'est qu'il y a un plan de jeu, etc. Et Diego Costa va un peu à l'encontre du plan de jeu de l'Espagne. Nous, c'est le contraire. Nous, on n'a pas de plan de jeu. Et comme on a Didier Giroud, tout à coup, on a une tactique prête. Donc, et qui marche plutôt bien. C'est le génie du Moussaïté, des champs. Dans ce sens-là, c'est intéressant. On va lui donner des ballons qui va descendre pour Griezmann. C'est pour ça que Griezmann est très à l'aise, parce qu'il n'a plus vraiment besoin de contrôler le ballon. Il est face au jeu, il remet les ballons face au jeu. Voilà, il ne prend pas la lumière, Giroud, mais c'est assez sommaire, tactiquement, c'est pas c'est pas le Barça. Mais ça a l'intérêt d'avoir une idée. C'est toujours mieux que 0 idée, parce que c'est le cas contre l'Espagne, quoi. Certainement. Après, moi, je trouve que on pourrait faire beaucoup mieux et que jouer en réalité avec 2 joueurs offensifs sur 11, c'est assez linéaire compte tenu de l'effectif de la France, quoi. Bon, après, c'est un problème de fond, voilà. On va arriver à cette Coupe du Monde. Julien Liège avec vous, Thibaut Leblat. Bonsoir Thibaut.
Il y a quelque chose moi qui me chagrine quand même énormément sur le match d'aujourd'hui, c'est que les retours de Matuidi et de Giroud sont extrêmement positifs, mais l'utilisation du ballon est quand même dans l'ensemble assez négative, assez sommaire. Alors, tu parles effectivement d'une tactique sommaire, d'une tactique approximative, mais avec les joueurs qu'on a, est-ce que le système d'aujourd'hui ne pouvait pas être un petit peu aménagé aussi ? 4-2-3-1, d'accord, mais est-ce que Matuidi doit avoir ce rôle d'ailier et est-ce qu'on doit un peu condamner Giroud à juste avoir des ballons balancés ? Disons que le problème qu'a Deschamps, c'est qu'il a énormément de mal à renoncer aux 3 milieux défensifs, mais que Griezmann et Giroud lui imposent plus ou moins un système de jeu qui est un 4-2-3-1, donc théoriquement que 2 milieux défensifs. Donc comme il ne veut pas refuser à son 3e milieu défensif, ce qu'il avait fait avec Sissoko à l'Euro, il a fait là avec Matuidi, qui joue quasiment le même poste, hein. C'est la même chose que Sissoko, avec un milieu offensif relativement haut sur le terrain, mais en réalité il joue avec 3 milieux vraiment quasiment sur la c'était pas exactement sur la même que Kanté, mais il joue un petit peu plus haut. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un. Moi je pense que Matuidi c'est quelqu'un qui défend très bien, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, mais qui a énormément de problèmes quand il a le ballon. Qui ralentit énormément le jeu, qui ralentit les transmissions, et quand vous voulez faire un jeu rapide, de passe rapide, c'est comme les maillons de chaîne, il suffit qu'il y en ait un seul qui ralentisse un peu, qui touche 2, le ballon avant d'aller le contrôler, et c'est terminé. Ouais. Donc quand votre titulaire c'est Matuidi au lieu de Tolisso, ça vous donne une idée de quelle va être notre proposition ce soir, quoi. Tolisso, c'est quand même 3-4-5 places au-dessus de Matuidi Manotier. Après, effectivement, en face, s'il faut contrer, s'il faut mettre des tacles, s'il faut se jeter dans les pieds des adversaires, peut-être que Matuidi, c'est mieux. Mais ça vous condamne à avoir un football chaotique, avoir des deuxièmes mi-temps qui se jouent exclusivement sur le physique, exclusivement sur les duels. Voilà, donc après on aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas. Je trouve que s'il n'y a pas de public pour l'équipe de France qui voyage en Russie, c'est pas pour rien. Et que si la totalité des autres nations se moquent de l'équipe de France et ne comprennent pas comment on joue si mal avec des joueurs pareils, c'est aussi la responsabilité du sélectionneur. On peut gagner, on gagnera peut-être la Coupe du Monde, il se passera la même chose qu'en 98, après ce sera le chaos. Voilà, après je ne veux pas cracher, je ne veux pas faire le troll de Deschamps, je suis pas là pour le troller, mais il faut aussi prendre le problème de manière plus générale. Notre problème, c'est pas un problème tactique, là. C'est pas de savoir s'il faut jouer avec un milieu en plus. C'est un problème de projet depuis le début. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on va avoir une éthique de jeu ? Est-ce qu'on veut être aimé des autres nations ? Est-ce qu'on veut séduire par notre football ? Ou est-ce juste ce qu'on veut, c'est gagner ? On peut juste gagner. Voilà, on fait ça. Une fois qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. C'est ça ma question. La question de fond, en fait, c'est pas... La question tactique, elle est secondaire. Il y a des matchs où on joue un peu mieux, d'autres un peu moins bien. Moi, je pense que dès lors que votre titulaire c'est Matuidi et Giroud, ça donne une idée de ce que vous voulez faire quand vous avez sur le banc, quand vous êtes parti sans Benzema. Donc voilà, ça donne une idée de ce que vous voulez faire, quoi. Merci Thibault Leplat pour toutes ces réactions et ces réponses à ce jeu de Didier Deschamps, à ces hommes. Et on verra bien à son aventure dans ce mondial, sur cette édition en Russie 2018. On le rappelle, à hauteur du magnifique livre Les Bleus, c'est nous, aux éditions Solar. On reste ensemble jusqu'à 22h, chers auditrices, chers auditeurs de Beurre FM. On revient après avec le fil rouge, ne vous inquiétez pas, 80e minute de jeu entre l'Argentine et la Croatie. Et toujours, les Croates mènent par 1-0. N'oublie pas le hashtag TimeFoot et le standard au 01 53 48 3000. TimeFoot revient dans un instant. Beurre FM, 21h, 22h. TimeFoot avec Bilal Nelman. 21h41, la 5e de TimeFoot sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, Julien Yesh, commentateur sportif et rédacteur en chef de cette émission. Pour m'accompagner, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, Cyril Guichon, consultant sportif, et Juan José Dorado, qui nous fait le plus grand plaisir de nous accompagner durant cette heure. Football mondial, grand reporter espagnol et spécialiste football. Ça dégaine sur le terrain en Russie. L'Argentine qui est menée par la Croatie 2-0. Et un magnifique but, messieurs, et vous, tous les auditeurs de Beurre FM, d'un certain Modric, artificier du Real Madrid, d'un ancien Zinedine Zidane. Cyril.
On approchait de la 80e minute quand Modric s'est saisi du ballon au milieu de terrain et a roulé une frappe magnifique. Malheureusement, Caballero n'a pu rien faire. Ouais. On voit à l'instant que l'Argentine, en milieu de terrain, ça s'est un peu bagarré, ça se chamaille. L'Argentine poussée pour égaliser. On a beaucoup de ballons lancés devant pour directement envoyer sur Higuaín et Dybala qui sont rentrés il y a quelques instants. Et là, on va avoir un coup franc encore très dangereux qui va suivre pour la Croatie avec sûrement Rakitic à la baguette. On va voir justement, José, le magnifique but d'un certain Modric. Modric, magnifique, le but qu'il vient de marquer, et ça montre en fait que la Croatie l'avait déjà montré lors du premier match, est vraiment la favorite de ce groupe. Une Argentine qui était perdue lors du premier match, qui l'est encore plus aujourd'hui, qui est humiliée par, et je crois que le mot n'est pas si fort que ça, est humiliée par la Croatie, et on vient de voir effectivement, il y a un tout petit peu de violence sur le terrain. Les Argentins sont hors le match déjà. Ils savent que même s'ils ont encore la possibilité de se qualifier, mais ça va être très dur pour eux. Et aujourd'hui, c'est vraiment une douche froide pour l'équipe d'Argentine. C'est une douche froide pour... Et là, il y a une barre. C'est Mamadou qui s'exclamait aussi. Un poteau d'un certain Rakitic, coéquipier d'un certain Léo Messi. Nous allons revenir sur le fameux match de 17h France-Pérou. Avec vous, les consultants et tous les auditeurs de BFM. Time Foot, l'analyse. Oh là là, elle est montée comme ça, elle est redescendue. Elle est montée comme ça, elle est redescendue. Oui, c'est pas les montagnes russes, mais c'est bien la frappe de Rakitic. Ça, c'est du commentaire radio. Ouais, c'est ça. Mais bien fait, Mamadou, bien fait. Justement, avec cette défaite, le Pérou est éliminé. A-t-on surestimé cette équipe, Mamadou Lamine Mané? Je pense pas qu'on est surestimé parce que j'ai vu l'équipe de France pousser dans ses derniers retranchements. Elle a été obligée de sortir le bleu de chauffe. Et j'étais persuadé que si l'équipe de France ne marquait pas en premier, qu'elle irait au-devant de grosses difficultés. Ce qui s'est prouvé, c'est qu'entrée de deuxième mi-temps, le Pérou a monopolisé le ballon. Et vraiment, les joueurs de l'équipe de France ont été obligés de partir et de sortir le bleu de chauffe. J'aurais été sceptique. Il aurait fallu que si le Pérou avait ouvert la marque, je ne sais pas comment ça serait terminé le match, parce que tous les joueurs l'ont d'ailleurs avoué à la fin du match, ils ont été loin et cherchaient vraiment au fond d'eux pour se sortir de ce petit piège, mais ils en sont bien sortis. Mais le Pérou, je pense pas que le Pérou était surestimé. Le Pérou a joué à sa valeur, une équipe sud-américaine, rugueuse. Certains Français le surestimé, le sous-estimé. Je pense on se trompe. L'équipe de France a toujours eu beaucoup de mal contre les équipes sud-américaines, quelles qu'elles soient, parce que c'est un type de jeu qui ne convient pas. C'est des équipes qui sont hargneuses, accrocheuses, qui savent manier le ballon, qui savent jouer dans les petits espaces et qui savent effectivement les pousser dans les derniers retranchements. Donc l'avis du supporter lambda, c'est l'avis d'un peu du supporter chauvin, je pense, parce qu'on méconnaisseur du football sud-américain. Bien sûr, Julien Liège, justement, ces équipes sud-américaines ont toujours fait mal à la sélection française. Oui, mais pratiquement. On connaît l'adage maintenant, la chance à Didier, pour rester poli. On va rester poli. Voilà. Ne pars pas toi aussi dans les montagnes russes. Non, moi je redescends très très vite. Comme le niveau de l'équipe de France en qualité de jeu, si tu veux, c'est que c'est une équipe de France qui a quand même un petit peu de chance d'avoir le Pérou qui, en face, tente, mais pas vraiment d'une manière organisée. C'est une équipe qui mettait de l'envie, mettait de la hargne, qui montrait, qui prouvait avec ses 25 000 supporters sur un stade de 41 000 spectateurs, qui avait une véritable envie d'aller marquer, mais sans savoir non plus trop comment s'y prendre. Il y a une frappe sur le poteau, c'est très bien, mais nombre de décalages n'ont pas été poussés vraiment dans le dos de Pavard et d'Hernandez, qui sont intéressants, mais laissent beaucoup trop d'espace dans le dos, des espaces qui sont pas non plus vraiment colmatés par les milieux de terrain défensifs à part Golo Kanté. Les Péruviens avaient des espaces, ils n'en ont pas profité sur tout le match. C'était exactement le même constat que le Danemark. Donc non, on n'a pas surestimé cette équipe. Par contre, elle a peut-être joué largement en dessous de sa valeur et avait des craintes sur ce mondial. Elle a peut-être joué la peur au ventre encore aujourd'hui. Oui. Non, c'est une équipe qui de toute façon n'avait rien à perdre. Et vous parliez des équipes latino-américaines, il faut juste se rappeler la Colombie il y a quelques temps, qui avait vraiment montré à la France comment on joue du côté de l'Amérique latine. Mais il faut aussi comprendre que l'équipe de France est une équipe qui se prépare pour aller au-delà des 3 premiers matchs. Je crois que l'équipe de France commence à monter aussi en puissance. On l'avait vu lors de l'Euro 2016, où les premiers matchs, sincèrement, moi, j'avais pas, été poussif. Et petit à petit, elle est montée en intensité. Je crois qu'elle commence à monter en intensité. Elle est favorisée par le fait qu'elle est tombée dans un groupe qui n'est pas spécialement compliqué a priori, même si on a vu qu'il y a des matchs assez compliqués. Mais les Pérou a joué sa chance, mais en même temps, c'est une équipe qui s'est préparée uniquement que pour 3 matchs.
Ça, c'est la réalité du Pérou, le Pérou, qui, lors du dernier match en 82, avait battu la France. Justement, messieurs, on termine ce groupe avec le France-Danemark. Mardi prochain, un nul suffira pour assurer la première place du groupe. Cyril Guichon. C'est toujours dangereux de se dire qu'il faut maintenir un match nul pour pouvoir assurer la première place. Je pense qu'il faut jouer notre jeu. On s'attend à un match quand même l'un des plus compliqués, je pense, dans ce groupe. Le Danemark a vraiment une belle équipe, un beau milieu de terrain avec notamment Eriksen. Après, voilà, ça va être un match vraiment où le Danemark va vouloir s'imposer pour justement aller chercher sa première place. On verra ce que ça donne, mais j'espère que l'équipe de France va monter assez rapidement en niveau de jeu. Et c'est vrai qu'on voit par rapport à l'Euro, c'est vrai qu'on avait gagné contre la Roumanie et l'Albanie dans les dernières minutes. Là, quand même, voilà, on a eu un match face au Pérou aujourd'hui, voilà, assez solide, même si on a eu quelques frayeurs. On se contente d'un 0, mais on attend de voir contre le Danemark, une équipe qui va forcément vouloir tout faire pour l'emporter. Donc voilà. Et à l'instant, on a justement, voilà, et là, c'est le chaos, c'est le chaos. Le 3-0. Julien, on perd la tête. C'est le 3-0. Un but. 3-0. Et ça pleure dans les tribunes. Les Argentins. Oui, les Argentins sont dépités. Juan José, comment expliquer cela avant l'agenda des matchs de demain? C'est difficile, enfin, pas difficile à expliquer. On sait comme ils sont arrivés à ces mondiales, pratiquement lors du dernier match face à Pérou, ils ont eu sa qualification. C'est une équipe qui est fatiguée, c'est une équipe avec Sampaoli qui n'a pas du tout trouvé depuis que Sampaoli l'a compris au jeu. Ouais. Sampaoli qui avait quitté Séville parce qu'il voulait vraiment tenter l'aventure. Maradona aussi, presque en pleurs. Et voilà, c'est une Argentine qui est physiquement fatiguée. Ouais. C'est une Argentine qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, était humiliée, encore plus maintenant avec 3-0. C'est quand même dur pour les Argentins. Est-ce que Sampaoli va quitter l'équipe d'Argentine? Certainement dans quelques jours après le troisième match. Nous allons passer, chers auditrices, chers auditeurs de Beurre FM, à tous les matchs de demain. Il y aura des matchs dans le groupe E et aussi dans le groupe D. Et c'est de suite avec vous. Time Foot, l'agenda. C'est la Et justement, Mamadou Lamine Mané, à 14h, on aura un Brésil-Costa Rica avec une nouvelle coupe d'un certain Neymar. À 17h, le Nigeria rencontrera les Vikings de l'Islande pour Cyril Guichon, et sans oublier aussi un peu de la technique, comme un peu les Croates se le permettent avec l'Argentine, la Serbie qui rencontrera les Helvètes, Julien Liège, la Suisse dans le groupe E. On va commencer avec ce fameux Brésil-Costa Rica, Caraïbes, Sud-Américain. Julien. J'ai beaucoup de mal à me projeter sur ce match, à m'emballer sur cette partie. Je vais être tout à fait honnête, je ne suis pas un grand fan du jeu sud-américain, du jeu latin ou espagnol. Désolé, moi je suis très jeu germain, très tactique, très pizza, les physique. spaghettis, le tagine aussi. C'est a priori avec moi, mais je dirais pas mes standards, mais le football que j'aime, c'est pas forcément le match qui m'attire. Pourtant, ce Brésil-là est à la relance obligatoire après une contre-performance réelle face à la Suisse. Le Costa Rica est aussi à la relance et doit prouver à son pays, on connaît les valeurs aussi costariciennes avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté, surtout face au Brésil, prouver aux pays qui ne sont pas là par hasard et qui méritent leur place et qui méritent d'être l'une des meilleures équipes de cette zone CONCACAF. Donc sur le papier, c'est pas forcément le match le plus sexy de demain, mais c'est peut-être celui qui peut révéler le plus de choses en qualité de contenu. Un pronostic peut-être. Non, pas de pronostic parce qu'il y a un but près ce soir. Il ne va pas les donner à l'antenne. Hein. Non, mais c'est un gros pronostic en plus. À la 90e pile, j'avais bon ce soir. Ouais, voilà, bien fait. Allez, voilà, donc, juste de mon droit de réserve. Ok, il n'y a pas de problème. Mamadou Lamine Mané, justement, sur ce match de 17h, le Nigeria-Islande. L'Islande, après l'Euro, première phase finale en Coupe du Monde, ça fait fort. Écoute, l'Islande, à l'image de l'Australie, c'est un peu le même constat que je vais avoir pour l'Australie. C'est une équipe qui est capable de tout. Je ne donnerai pas d'indication. Cette équipe est capable de tout. Et je pense que sur la lancée de son dernier bon Euro, ils sont capables effectivement pas de créer la surprise, mais de gêner au contour sur ce match-là. Je suis persuadé qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ouais. Ils n'ont rien à perdre. Rien. Et tout le monde les attend sur comme sur le dernier Euro, et je suis persuadé qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et tout le pays derrière eux, en tout cas. Je mettrais bien une pièce sur eux. Ouais, Cyril Guichon, d'accord avec ça? Ouais, totalement d'accord, bien sûr.
Ça va être un beau match à suivre et j'ai hâte de voir ça dès demain. Alors qu'on voit actuellement Messi sur et que Cyril va commencer à pleurer dans ce studio de Beurre FM aussi. C'est bien ça, Cyril. Il faut pas pleurer, il faut rester avec nous. Les larmes d'un Léo Messi. On va revenir rapidement sur ce match-là, ne vous inquiétez pas. Juan José, il y a le match de 17h sur ce groupe D, Nigeria-Islande. Demain, à 20h, on aura quand même un beau Serbie-Suisse dans le groupe E. Et oui, avec la Suisse, qui est une équipe assez compliquée. Elle avait joué l'Espagne en préparation, elle avait arraché un match nul face à l'Espagne, elle a arraché aussi lors du premier match un match nul. La Suisse est vraiment une équipe qui peut aller parfaitement dans les huitièmes. Alors maintenant la Serbie arrive avec une victoire. Et je pense qu'elle va être beaucoup plus tranquille, mais s'il faut pronostiquer, je pense que c'est un match plutôt pour la Suisse que pour la Serbie. La Suisse qui j'ai des très mauvais souvenirs avec la Suisse. Hein. C'est l'équipe qui avait battu l'Espagne en 2010 lors du premier match. Donc c'est vraiment une belle équipe. Moi je trouve qu'ils ont vraiment des choses à dire dans ce groupe. Ouais, on l'aura compris. On prend note, Juan José Dorado, et merci pour ces réactions. Même vous, messieurs les spécialistes, on a du temps encore dans cette émission pour parler de ce fameux match qui opposait l'Argentine à la Croatie. On le rappelle, l'agenda de demain, c'est 14h Brésil, Costa Rica, groupe E. À 17h, on aura le Nigeria-Islande dans le groupe D, et aussi à 20h, le Serbie-Suisse dans le groupe E. Encore une fois, place à ce match qui vient de se terminer. À 20h, l'Argentine de Léo Messi éliminée, Julien. Ça te fait pas plaisir, Julien. Je sais pas pourquoi, mais c'est la première fois que je te vois comme ça, Julien. Jamais je t'ai vu comme ça pour le Bayern Leverkusen. Au bord de l'élimination. Au bord de l'élimination, excusez-moi, j'ai dit oui, l'élimination. Oui, au bord de Leverkusen, c'est normal. Il faut déjà que cette équipe aille très loin dans une compétition. Depuis 2002 est un but que j'ai oublié, étrangement, le but du 2-1 d'un certain ZZ. Ouais. Pas vu Leverkusen aller loin sur une compétition. Donc ça, tu pourras jamais me taquiner sur ça, ne t'inquiète pas. Pourquoi pas la saison prochaine, t'inquiète pas. En Europa League. Voilà, la dernière fois que Leverkusen a joué l'Europa League, pas qu'on a mis un doublé et on a vu cette équipe de Leverkusen. Donc ça n'arrivera pas. Il a des cartouches. Hein. Ah oui, ok. Oh, j'en ai toujours sous la ceinture. Non, l'Argentine, j'ai envie de dire que ça ne me surprend absolument pas. Non pas parce que j'étais convaincu d'une victoire 2-0 malheureusement de la Croatie, c'est que il y a un problème de fond dans cette équipe. Je suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Gilles-Christ Lausanne en parlera bien plus que moi, et puis on en parlait même samedi de toute manière. Il y a un gros problème sur l'équilibre de cette équipe. Lionel Messi fait tout, mais en même temps, est-ce qu'il peut tout faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui peut vraiment le seconder? Est-ce qu'il y a un gros travail de la fédération? Est-ce qu'il y a un gros travail du sélectionneur? On a l'impression de poser les mêmes questions depuis des années, mais qu'il faut un électrochoc. Est-ce que l'électrochoc, et on s'est posé la question, on a répondu oui, ça l'est, c'était cette phase de qualification extrêmement poussive vers un match miraculeux contre le Pérou. On a dit oui. C'était peut-être un simple coup de défibrillateur, mais derrière, il y avait un coma, et la fin du coma, c'est peut-être ce mondial. Et Sampaoli, presque en pleurs, Maradona aussi, dépité, Cyril Guichon. C'est vrai que Sampaoli, ses choix sont toujours très bizarres. Une fois de plus ce soir, on a un Di Maria qui n'a même pas la chance de jouer une seule minute sur le terrain, alors qu'il a fait une très bonne deuxième partie de saison avec le PSG. On a Dybala qui est sur le banc, on a Higuaín qui est sur le banc, on a Lo Celso qui est sur le banc, plein de joueurs qui méritent d'être titulaires, de jouer. Et voilà, malheureusement, c'est un 3-0, c'est seulement 3 tirs cadrés ce soir pour l'Argentine avec le talent offensif qu'on leur connaît. Certes, on sait que c'est une défense assez fébrile, mais prendre 3-0 contre la Croatie sans marquer de but, avec le potentiel qu'ils ont, c'est vraiment dommage. On parlait d'Hervé Renard avec le Maroc, mais Sampaoli pour moi c'est ciao. Ouais, c'est ciao. Mamadou Mané, d'accord avec Cyril Guichon. Entièrement d'accord, et je rajouterais même que l'Argentine pâtit de la Messi dépendance. En fait, tout est centré sur Messi. Messi doit être le couteau suisse, il doit être capable de tout faire, et finalement ça manque de plan B. C'est-à-dire que quand Messi n'est pas là, on se décharge complètement sur Messi, ce qui fait que il faut qu'il soit vraiment dans une forme exceptionnelle, ce qui n'est peut-être pas le cas après une longue saison comme beaucoup de joueurs qui ont fait pas mal de matchs. Et c'est dans l'ADN un peu de cette équipe, de cette génération Messi, où il est obligé un peu de faire tout le boulot, tout organiser, être le métronome. Et quand il n'est pas là, un ton en dessous, il n'y a pas vraiment d'équipe en face. C'est l'analyse que je peux faire de ce match-là. C'est Dorado, c'est l'Argentin. Il y a encore un match. Ça fait de la peine quand même. Ils peuvent encore se qualifier. Ils peuvent gagner le dernier match face au Nigeria. Mais s'il peut sortir le grand jeu. Alors, je suis
pas déçu, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas déçu parce que j'ai suivi l'Argentine et on voyait que c'était pas du tout l'Argentine de 78, c'était pas l'Argentine qu'on a vu aussi en Espagne, c'était pas du tout cette Argentine-là. Cela dit, il faut garder quand même, les Français doivent garder un œil parce que peut-être s'il arrive à se qualifier, voilà l'équipe qu'ils vont affronter, même si je pense que c'est l'Islande qui va peut-être faire la surprise dans ce groupe. Donc regardons, attendons, mais je donne pas cher de cette Argentine-là. Oui, Cyril. Notamment, je rebondis par rapport à ça au dernier match Argentine-Nigeria. Ils se sont affrontés le 14 novembre 2017. Le Nigeria s'est imposé 4-2. Donc c'est quand même assez récent et j'ai peur que l'Argentine connaisse à nouveau une grosse désillusion la semaine prochaine. En fait, ce qui se passe avec l'Argentine, c'est quelque part l'Espagne de 2010. C'est-à-dire, ils ont complètement raté leur mondial. Et il y a quand même des équivalences entre ce qu'on a vu en 2010 en Afrique du Sud et au Brésil, en 2014, excuse-moi. En 2014, au Brésil, et ce qu'on voit aujourd'hui en Argentine, avec l'Argentine en Russie. Et Julien, pour terminer. Attention quand même au parallèle avec les matchs amicaux, qui sont toujours placés, surtout la période du mois de novembre, qui est une période de décompression après les qualifications, une période charnière sur la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, et période charnière aussi sur les championnats où généralement les grands matchs se trouvent là. C'est pas forcément un point de comparaison habile, surtout avec les notions de déplacement et des matchs délocalisés en Europe. Des matchs qui sont souvent pris par-dessus la jambe par les deux confédérations africaines ou sud-américaines quand ça joue, par exemple, à Vilnius ou ça va jouer à Genève. Bien sûr. On n'oublie pas, chers auditrices, chers auditeurs de Beurre FM, de suivre les matchs demain, 14h Brésil-Costa Rica, groupe E, 17h le Nigeria qui rencontrera les Vikings de l'Islande dans le groupe D, et enfin à 20h la Serbie qui rencontre nos voisins, les Suisses, dans le groupe E. Merci à Julien Rièche, commentateur sportif et rédacteur en chef de cette émission Time Foot, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, sans oublier Cyril Guichon, consultant sportif, et Juan José Dorado, grand reporter espagnol et spécialiste football. Nous, on se retrouve demain à partir de 21h sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci à Jérémy, à Jouba Ouéchan et à Gilles Christ Lawson à la rédaction en chef adjoint. On vous laisse en compagnie de Vanessa, comme d'habitude. Bye bye et à demain. Retrouvez Time Foot tous les jours de 21h à 22h sur Beurre FM.